Bonjour à tous et à toutes, Martin Kaiser, je représente Cordon Group ici, et Cordon Group a été fondé par Serge Cordon. C'est donc une société encore aujourd'hui familiale en 89, et depuis nous nous sommes développés dans 13 pays et nous couvrons l'ensemble de l'Europe et de l'Amérique du Nord avec des services qui couvrent la fabrication, la réparation, le recyclage et la rénovation des produits électroniques. Nous sommes donc un facilitateur des modèles circulaires, et parmi nos clients sont beaucoup de fabricants asiatiques, américains, européens de produits électroniques, mais aussi des opérateurs de services qui appliquent des modèles circulaires avec nous. Merci. Merci Martin. Quelques mots peut-être, j'ai pas entendu la superficie de cordon industriel. Donc superficie, couverture géographique, 13 pays où nous avons des installations industrielles. Nous avons 4000 salariés, nous générons un chiffre d'affaires de 420 millions d'euros. Et en France, donc, nous avons 5 sites industriels qui vont, comme je disais, depuis la fabrication de produits électroniques en Alsace jusqu'à la réparation et la rénovation en Normandie et en Bretagne, jusqu'au recyclage des EE qui se trouvent en Haute-Savoie. Merci. Bonjour à tous, donc Laurent Stéphane, donc je suis ravi d'être avec Cordon Group parce que Serge Cordon est quelqu'un que je connais très bien et ça fait longtemps qu'on essaie de le faire intervenir dans We Network, donc merci Martin d'être ici. Moi je suis le dirigeant d'un groupe d'électronique beaucoup plus petit que Cordon et Atlantique, qui est à ma gauche. On est essentiellement un bureau d'études qui travaillons sur les segments un peu consumer electronics et IoT, donc objets connectés, avec des volumétries plus petites, mais des problèmes industriels importants. Alors, nous travaillons aussi avec Cordon Group, notamment dans une activité qui est les télécommandes historiques, où Cordon travaille pour plusieurs opérateurs, donc on a des clients en commun. Donc ça peut, nous on traite entre des volumétries qui vont de plusieurs millions de PCB, on va dire, sur les activités consumer et 500 000 cartes sur les activités plutôt industrielles. Voilà, donc c'est un groupe dont le siège est basé à Nantes. On est aussi un peu à Bordeaux, en Tunisie, en Chine. Enfin, on est une PME industrielle. Voilà. Globalisée. Voilà, globalisée, oui. Avec des vrais sujets de supply chain qu'on va essayer de traiter là. Jean-Yves, merci. Donc, bonjour à tous, Jean-Yves Péchou, moi je représente aujourd'hui donc le groupe Atlantique qui fait partie de ces quelques belles success stories vendéennes. Donc le groupe Atlantique n'est pas un groupe à proprement parler de fabrication d'électronique. Donc on développe et on fabrique des appareils dans le domaine du génie climatique, globalement du confort thermique, des pompes à chaleur, des chaudières, des chauffe-eau, des radiateurs. Mais le groupe Atlantique a une spécificité, c'est qu'on est intégré en électronique depuis plus de 25 ans. Donc moi j'ai la chance et le plaisir d'animer une usine de fabrication d'électronique qui est basée sur notre usine historique à La Roche-sur-Yon. Donc on fabrique 4 millions de cartes électroniques par an sur cette entité. Et je gère également des sous-traitants, puisqu'on en parlera dans le sujet de la résilience, mais on diversifie aussi nos implantations de fabrication avec des sous-traitants en Chine, en Afrique du Nord et un peu en Europe. Voilà. Merci pour cette présentation. Karine, tu t'es déjà présentée. Donc pour structurer nos échanges, donc je rappelle, si jamais vous avez des questions, on peut les prendre au fil de l'eau pour rendre le sujet le plus interactif possible. Moi, je voudrais déjà vous interpeller. Alors, on a présenté cette carte là, qui était la vision de l'électronique de 1983. Là, vous voyez, c'est un petit. C'est un, je sais pas comment la qualifier. On va l'appeler résilience, cette carte. On va lui donner un nom de scène. Je voulais
je voulais vous interpeller, peut-être Jean-Yves ou Laurent, sur votre réaction par rapport à ça. Comment aujourd'hui, la situation actuelle telle que vous la vivez, quels sont les impacts en matière de supply chain? C'est vrai que ça fait rêver d'avoir tous ces fournisseurs à disponibilité de très près, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Donc voilà, concrètement, aujourd'hui, la problématique de supply chain, comment vous la vivez dans vos boîtes. Vous êtes deux structures de taille très différentes, un équipementier intégré, un acteur à la fois concepteur, fabricant, sous-traitant. Vous avez certainement des perspectives différentes par rapport à cette problématique de résilience et de souveraineté de la supply. Alors, pour débuter sur le sujet de la résilience, tout à l'heure, Karine a évoqué des marchés qui sont particulièrement tendus, avec des crises répétitives. Donc on a parlé de l'énergie, de la construction et l'électronique. Donc ça tombe bien, moi je suis au carrefour des trois. Donc on les vit et on les a vécus très fortement ces dernières années. Donc la spécificité, pour ce qui me concerne, nous on assemble des cartes électroniques, donc on achète des circuits imprimés, on source, on achète des composants électroniques et on vient les braser, les assembler, les tester, les intégrer et livrer les 31 usines du groupe Atlantique qui sont pour un tiers d'entre elles localisées en France et puis pour le reste un peu partout à l'étranger. Lorsqu'on parle de résilience dans ce domaine-là, forcément, nous, on a un rôle qui est très spécifique dans notre groupe, puisque si on s'arrête, on arrête les autres usines. Donc, notre stratégie numéro 1, puisqu'on est intégré en conception, de la conception des appareils jusqu'à la conception de la carte électronique, c'est de s'assurer d'avoir un pool de fabricants qu'on maîtrise, qu'on sélectionne avec soin par des audits, des choix, des qualifications, des validations, et une base composant qu'on bouge très peu. Donc on a environ 1000 composants qui nous servent à faire les différents produits qui sont intégrés dans tous les produits du groupe. Et la première des choses, c'est le double, le triple ou le quadri-sourcing de la majorité de nos composants. On a très 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 peu de composants qui sont monosources. La deuxième chose, c'est de mettre en place un système de ce qu'on appelle chez nous le PCA, le plan de continuité d'activité, qui nous permet d'analyser, de screener à la fois sur la supply, en interne sur nos process industriels et chez nos fabricants, des actions qui nous permettent de répondre en cas de stress. Une décision simple, la première, la plus importante, c'est d'avoir qualifié des sous-traitants et d'avoir ce qu'on appelle des PCA actifs, d'avoir certaines cartes électroniques qui vont avoir un poids sur le chiffre d'affaires du groupe en fonction de sa criticité, qui peuvent être fabriquées sur 2 ou 3 sites en même temps. Et donc ça nous permet effectivement de réagir lorsqu'on a ces périodes de tension qu'on vit en ce moment. Alors, on n'est heureusement pas trop concerné par le sujet des mémoires parce qu'on a fait le choix stratégique depuis plus d'une quinzaine d'années d'essayer d'éviter les mémoires sur nos conceptions. Donc on est moins concerné par vraiment la crise du semi-conducteur à proprement parler. Les semi-conducteurs pour nous, ça va être les microcontrôleurs, ça s'arrête là. Donc notamment avec ST, pour ne pas les citer. Sur le reste, je dirais que cette approche de multi-sourcing, de contact régulier avec nos fabricants, d'approvisionnement par de la distribution, on travaille avec 10 distributeurs principalement, et puis en direct lorsque c'est stratégique et que c'est nécessaire pour nous permet d'être encore assez résilient. Et confiant, du coup, serein? Non. Non, pas du tout, puisque pas plus tard qu'il y a quelques jours, on avait une réunion avec nos directions industrielles groupe pour leur expliquer qu'on est en train de vivre les prémices d'une nouvelle crise. Donc pour nous, c'est déjà acté. Nous, ça y est, c'est pour nous, c'est parti. On a déjà eu quelques ruptures franches de composants et notre force, on va dire, comme d'autres acteurs, c'est qu'on a connu le Covid, on a connu la cyberattaque, on a connu la crise des composants électroniques, tout ça dans une période de 2 ans. Donc on s'est robustifié et aujourd'hui on a des process qu'on est prêt à mettre en place. Donc des process de screening, donc vraiment de suivi du marché, de réaction en fonction des difficultés qu'on peut avoir d'approvisionnement, des profondeurs de prévision qu'on a largement poussées, puisque il y a quelques années, on donnait des prévisions à 3 mois, 6 mois à nos fabricants. Aujourd'hui, on leur donne des prévisions à 18 mois au moins pour pouvoir essayer de tirer un maximum de composants. Voilà, donc on a commencé à se structurer et à se structurer en ressources aussi, parce qu'on sent qu'on va rentrer dans une période qui va être très compliquée. Okay. Laurent ?
Alors, en fait, pour revenir sur ta carte, moi j'ai jamais connu ça, hein, donc 83, j'étais à peine né, je plaisante, mais en fait, on n'a vraiment jamais connu ça depuis que on est dans l'industrie électronique. Les questions de supply chain sont des questions centrales quand même, hein, c'est des sujets sur lesquels on a beaucoup évolué, on a travaillé sur les systèmes, etc., systèmes de gestion, mais ça a toujours été un problème. Mais maintenant, c'est encore plus un problème. Quand on conçoit des produits, il y a beaucoup de gens ici qui sont bureaux d'études aussi, intégrés ou bureaux d'études. Quand on conçoit un produit, faire les bons choix en supply chain, c'est futur, c'est compliqué. Imaginer un TCO, c'est super compliqué. Et on est un petit peu à rebours aujourd'hui à revenir sur des choses parce que effectivement c'est on va dire une période agitée, mais elle a toujours été agitée, si on veut aller par là. Là, elle est particulièrement agitée, bien sûr, mais elle a toujours été agitée. Donc, le calcul du TCO, il a vraiment changé. Et il est vraiment très compliqué. Et surtout, il faut aussi se dire qu'on ne fait pas des produits pour 2 ans, on les fait pour 10 ans ou 15 ans. Et ça complexifie encore la tâche. Alors, il y a des métiers, des secteurs d'activité très stratégiques où c'est pour 30 ans ou 40 ans. Donc là, c'est encore pire. Mais on a toujours été confronté à ces questions de supply chain où on devait voir loin et avec beaucoup de trahison, hein, ou de cupidité parfois des acteurs. Et si on parle notamment, on parlait des Chinois, mais parlons de nos amis américains. On va dire que les stratégies qui changent tous les 3 ans à peu près facilitent pas la tâche des bureaux d'études que nous sommes. Et même si on est aussi sur des marchés internationaux, on peut concevoir pour l'Asie, l'Amérique latine, les États-Unis, l'Europe. Dans tous les cas, le problème reste entier. La question du choix initial et de la sécurisation des supply chains dès la conception a toujours été un problème. Et maintenant, je dirais presque plus problématique parce qu'on voit la tendance. Monsieur parlait de la Chine. Effectivement, on voit la tendance et l'entrisme fort. Enfin, je veux dire, c'est très difficile de résister aujourd'hui à certains combats, hein, parce qu'on va presque plus avoir le choix. Et pire, si vous résistez, tout autour vous êtes encerclé. Donc la stratégie chinoise est assez robuste et on va devoir trouver des adaptations, quoi. Mais par rapport à ce que Jean-Yves nous disait en termes de réflexion, planification, robustification quelque part des cartes, réduction du risque, ces fameuses supply chain intelligence, etc., qui est lié à un grand groupe, parce que si son activité s'arrête, c'est les usines derrière, des produits qui s'arrêtent, donc on sent qu'on est sur un nœud absolument névralgique. Est-ce que à l'échelle d'un groupe comme Formod, on pense les choses de la même manière au niveau de la conception, ou est-ce qu'on est plutôt sur une forme, comme on est plus petit, sur une forme de, tu vois, d'agilité industrielle que peut pas nécessairement se permettre un groupe comme Atlantique voilà. Alors, on est plus petit, mais on a la même formation, hein. Finalement, on vient des mêmes groupes, on utilise un peu les mêmes méthodes, je pense. Et sauf que parfois, là, on peut parler peut-être aussi des différences de modèles. Quand on est sur des marchés plus de niche, c'est presque encore plus compliqué que d'aller traiter le mainstream, hein, puisque dès le moment où vous êtes sur du volume, vous avez une capacité à négocier des contrats sur le long terme qui vont au moins vous assurer 3 ans. On vous demande de vous engager sur 3 ans à peu près. Après, il faut être Nostradamus, donc c'est 3 ans aujourd'hui, plus personne ne peut, hein. Mais malgré tout, il faut le faire. Donc c'est ce qui on va dire, le droit nous permet de régler certaines choses. Donc on s'adapte à ça, et puis on doit prendre aussi des options. Voilà. Et puisque pour tous les gens qui développent des produits, on ne peut pas développer sur tout, on ne peut pas être bon partout, et donc on est beaucoup ici à faire de l'embarqué. L'embarqué, c'est des ingénieurs qu'il faut 3 ans. Heureusement qu'on a les EO quand même à côté. Je parle de les EO, je pense aux autres aussi, hein. Il y a d'autres bonnes écoles, hein, mais c'est très bien quand même. Mais enfin, il y en a beaucoup qui viennent de cette école. Donc on sait faire de l'embarqué, mais malgré tout, un ingénieur sortant de l'école, il faut encore 3 ans, hein, pour commencer à être bon. Donc on peut pas changer tous les jours son fusil d'épaule. Donc
ça suppose de travailler dans des environnements. Donc les choix sont souvent des choix qui datent et qu'on a du mal à remettre en cause parce qu'on va ralentir le process, repartir dans une courbe d'apprentissage. On parle du TCO. C'est quoi le TCO finalement dans des moments à fort risque comme aujourd'hui, quoi. Sujet de la taille, pour moi, il est assez. Là, je reprends ma casquette WeNetwork, il est assez important. Parce qu'en fait, la question derrière stratégique pour WeNetwork, c'est de se dire par rapport à ces grosses secousses de supply chain, il y a des stratégies individuelles de groupes d'acteurs qui peuvent être menées, qui plus est quand le groupe a une taille, etc., un effet d'influence. Puis derrière, on connaît la filière électronique, elle est très fragmentée. Et derrière, il y a des enjeux de partage, de mutualisation, etc., qui peuvent être, qui peuvent être envisagés. Oui, mais tu as raison. Sur la question de la taille, un grand groupe ne négocie pas du tout de la même manière et peut poser le jeu un petit peu. Nous, on a un peu plus de mal. Et notamment, je dirais, plus ça va, moins ça va, parce que l'étau se resserre sur nos copains américains, là, qui quand même dominent à peu près tout, de la production jusqu'à la distribution. Avec des conditions qui sont parfois difficiles à accepter et les gens se retrouvent un peu contraints. Et je dirais que ça touche même peut-être des ETI ou des groupes intermédiaires. Mais cette question-là, en fait, plus l'Est progresse, plus l'Ouest se contracte et recherche des marges et impose des conditions presque inacceptables. Donc ça ne durera pas, mais puisque des solutions... donc c'est ce que disait monsieur, c'est très difficile de lutter contre le miroir aux alouettes qu'on nous dresse, là, qu'on nous tend, là. Ça va être compliqué. Ouais. Puis par ailleurs, on peut s'appeler Thales et avoir un effet de levier extrêmement marginal sur le marché des semi-conducteurs. Hein. Je veux dire, faut avoir ça en tête. Hein. Ce qui drive le marché des smicons, des technos, des composants en règle générale, c'est avant tout les volumes. Hein. Et les volumes, ils sont pas nécessairement en Europe. Il y a des volumes, il y a des marchés de volume en Europe, il y a des acteurs qui se battent et qui se défendent, il y en a d'ailleurs dans la salle, et il faut mener le combat sans aucun doute, mais ce que je veux dire, c'est que notre capacité, nous, d'influence vis-à-vis de ces acteurs-là, elle reste à l'échelle individuelle des boîtes relativement faible. J'ai une petite idée. Pour simplifier notre travail d'entrepreneur, on devrait travailler sur 2 ans. Plus avoir un compte de résultat à l'année, ce serait plus facile. Parce qu'on est incapable de raisonner sur un cycle de 12 mois, en fait. Et ça, c'est des vrais sujets quand on doit prendre des risques de stock, etc. Bon, alors, il se fait qu'en Europe, le stock, il est pratique. Il rentre pas dans les charges. Si on était américain, on aurait plus de problèmes. Parce que il n'y a pas de stock, hein. Enfin, c'est une charge. Donc, mais enfin, en tout cas, les méthodes comptables aussi ne sont pas, hyper adaptées au moment qu'on vit, quoi. Voilà. Du coup, on évoque là depuis le début de la table ronde les sujets de Chine, d'États-Unis, etc., d'origine des acteurs, de fonctionnement de supply chain. J'aimerais, tu peux garder le micro, Laurent, on passera après la main à Martin. Quelle est ta perception, toi, qui es un acteur global, tu vends aux États-Unis, tu es régulièrement en Asie, tu vois comment ça fonctionne en Europe. Quel est ton feedback et ton retour d'expérience sur le fonctionnement de la supply chain électronique dans ces différentes plaques? Parce que manifestement, je ne dis pas que ça diverge, mais ça diffère, sérieusement. Donc, sincèrement, si on voulait être tranquille, confortable, on irait bosser en Asie. Tout est plus facile. Ici, on est vraiment sur un mode hyper contraint. L'Asie, on a l'impression que, en fait, alors c'est très très lié aussi à leur croissance, à la jeunesse des pays aussi, parce que si on regarde la zone ASEAN, par exemple, 4,5% de croissance annuelle, une population hyper jeune qui se développe. Beaucoup d'envie, une certaine forme de stabilité politique quand même, parce qu'on a du mal aujourd'hui on serait mal placé à l'Occident pour critiquer la stabilité politique de certains pays maintenant. Voilà, donc c'est plutôt stable. Et donc, effectivement, si on est malin, et d'ailleurs c'est ce qu'on fait,
on essaie d'avoir un bureau d'achat en Asie. Voilà. Et c'est ce qui nous permet, c'est ce qui nous a permis de nous sauver pendant la crise, pendant la pandémie, parce que sans quoi les supply chains étaient complètement bloqués en Europe, en tout cas, gérés par les distributeurs américains. Et ce qu'on voit, c'est que des acteurs asiatiques arrivent. Hein. Donc on aura bientôt même plus besoin d'aller jusqu'en Asie, ils arrivent ici. Au même titre qu'Alibaba a concurrencé Amazon. Voilà. Donc c'est le sens de l'histoire. Hein. Mais c'est certain que ne pas avoir un pied en Asie est une fragilité dans l'électronique aujourd'hui. Oui, Jean-Yves. Ça me fait juste penser à une remarque, ce que tu viens de dire. Dans le cadre de notre activité, on a un bureau achat donc à Shenzhen depuis plus de 20 ans. Et mon premier job, quand j'ai démarré dans l'électronique il y a 15 ans, c'était de l'assurance qualité fournisseur, et c'était d'aller contrôler les fournisseurs asiatiques qui ont démarré, parce qu'on n'avait pas vraiment confiance en eux sur leur qualité. J'y retourne là dans 2 semaines, et cette fois-ci j'y vais pour aller apprendre de comment ils font mieux que nous. Donc quand on parle de vitesse en Chine, c'est incroyable. C'est incroyable. Et aujourd'hui, on est plus à apprendre d'eux sur beaucoup de choses, sur l'assemblage à proprement parler, sur la production et sur l'excellence industrielle, que ce qu'on était en train de leur apprendre il y a quelques années. Merci pour le feedback. Martin. Donc le prisme de vue de Cordon, il est un peu différent de mes 2 collègues ici, parce que certes, en tant que fabricant EMS, on regarde la fabrication et tout ce qui a été dit, je peux le souscrire aussi de ce prisme-là, mais peut-être un signe d'espoir, c'est que nos clients, qui sont essentiellement américains et européens, et les fournisseurs du matériel électronique que nous réparons et que nous rénovons viennent de Taïwan, de la Chine, essentiellement, ce que nous observons, c'est que au-delà de la supply chain de fabrication, il y a aujourd'hui les distributeurs et les grands opérateurs de services qui achètent des millions de ces appareils électroniques, qui regardent aussi la reverse logistique, qui est un prolongement de cette supply chain initiale. Et c'est ça qui les rend aujourd'hui, à mon avis, plus résilients et plus robustes. Pourquoi? Je prends un exemple concret, un grand fabricant d'équipements broadband européen qui a comme client des grands opérateurs telco dans le monde. Il est demandé aujourd'hui de inclure dans la conception de ses produits non seulement le service rendu pour un produit neuf, mais il doit inclure aussi toute la chaîne de réparation, de rénovation, et de proposer des plans pour doubler la durée de vie de ces appareils. Donc du coup, la TCO, la Total Cost of Ownership que tu mentionnais, Laurent, elle inclut aujourd'hui pour nos clients vraiment la durée globale des produits, et l'exigence, c'est de prolonger cette durée de vie. Et c'est ça qui permet à nos clients de dire comment on peut récupérer sur les produits qui ne peuvent plus être réparés, de récupérer les composants, de changer esthétiquement les produits, de récupérer les mémoires vifs pour fabriquer des nouveaux produits. Ça, c'est une manière. Autre exemple, un opérateur telco canadien dit aujourd'hui que pour la prochaine série de mes équipements telco, je veux que 30% des composants soient récupérés de smartphones. Parce que nous avons des millions de smartphones qui ont déjà des cartes électroniques et tout. Pourquoi toujours les recycler et rejeter et réinnover? Pourquoi on ne prend pas une partie de ces cartes-là pour construire des nouveaux appareils? Donc tout ça m'amène à dire... Pardon, qui demande ça du coup un opérateur telco un opérateur télécom. Oui, tout à fait. Donc il inscrit dans ses appels d'offres pour des produits qui sortiront en 2027 cette contrainte de dire 20% des produits doivent être basés sur des composants recyclés. Résultat ou conséquence de ça, le fournisseur taïwanais, je ne peux pas vous donner les noms parce que on est sous contrat de confidentialité, mais le fournisseur taïwanais dit si je dois utiliser 20 ou 30% de composants recyclés, rénovés, etc., je ne vais pas envoyer des produits neufs dans mon conteneur depuis la Taïwan, je vais les fabriquer et les assembler en Europe ou au Canada, etc. Et c'est ça qui me donne un signe d'espoir, parce qu'on a aujourd'hui, dans notre visibilité, ces nouveaux modèles
circulaire, réutilisation et prolonger la durée de vie des produits. Peut-être ça nous donnera ces quelques années de temps pour reconstruire une filière proprement dite, hein, je nous le souhaite. Mais c'est certainement un modèle que je constate maintenant en Europe et au Canada, et peut-être pour finir, même les États-Unis, qui n'ont pas cet état d'esprit à l'origine. Le fait qu'aujourd'hui qu'ils ferment toutes leurs frontières et qu'ils interdisent l'importation de beaucoup de produits asiatiques, hein, à nouveau dans les télécoms, mais aussi sur les produits consumer, fait en sorte que la filière de recyclage et de rénovation, elle est en plein boom aux États-Unis. Donc nos cahiers de commandes augmentent de plus de 30% aujourd'hui aux États-Unis, justement parce qu'ils importent plus les produits, mais ils recyclent. Donc pour différentes raisons, notre domaine, elle a aujourd'hui plutôt des nouvelles positives. Oui, tout à fait. Tu touches le lien qui a été évoqué aussi par Karine dans son introduction avec les décisions politiques qui, derrière, bouleversent complètement et assez fort la supply chain. Parce que quand les États-Unis décident de bloquer l'importation de produits venant de Chine, alors je ne sais pas s'ils ciblent la Chine spécifiquement ou globalement les produits importés, j'ai le sentiment que c'est plutôt... C'est tout produit importé. Voilà. Là, on parle des modems routeurs, par exemple. Ouais. Ça touche une entreprise comme Sagemcom qui fabrique ses produits en France et en Tunisie. Voilà, ou potentiellement au Mexique, ou etc. Donc partout. Donc quand on fait ça en fait et qu'on bloque ce flux d'appro et qu'on n'a pas la capacité en interne de recréer finalement la supply chain en claquant des doigts, parce que c'est le cas des États-Unis, ils bloquent les frontières, mais ils n'ont pas les capacités internes. La seule réponse industrielle, c'est la circularité à ce moment-là. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est vrai pour des produits sensibles qui touchent à des infrastructures, etc. Mais c'est aussi vrai pour des produits de grande consommation où, pour d'autres raisons, là, c'est plutôt la faible puissance d'achat. En fait, la puissance d'achat qui baisse, en tout cas, qui fait en sorte que les grands distributeurs, les Best Buy, les Walmart et autres, demandent aujourd'hui des produits Second Life, hein, qui sont issus aussi de nos usines et des usines de nos concurrents, parce que c'est aussi un argument prix qui joue sur ce point-là. C'est aussi une question, comment on peut lutter contre les prix asiatiques. Je pense que les produits de seconde vie, c'est une réponse. Ça ne touche pas à tous les secteurs, etc. Mais en tout cas, pour nos clients, c'est une partie des réponses qu'ils ont appliquées. 4 ou 5 vies pour une box Internet, c'est ça? 3,5. 3,5. Je suis un peu excessif toujours. Mais c'est vrai que c'est un peu particulier au monde des opérateurs de services télécoms, etc. Donc là, pour le coup, il y a ces réflexions-là en place, et comme on est sur des marchés de volume, on peut proposer des solutions intelligentes. Et même si on est encore bloqué sur peut-être les circuits intégrés, parce que ça c'est plus sensible, sur le reste, avoir des stratégies autour de circuits imprimés, éco-conçus, etc. Enfin, il y a des choses, des cellules photovoltaïques organiques. Enfin, là, on peut mettre en place des choses intéressantes là-dessus, parce que c'est de demande, en fait. Donc d'où l'importance de la R&D et de la circularité, bien sûr, mais c'est propre à certains secteurs et tous ne le font pas quand même. Hein. Donc je ne sais pas si on est aussi bien loti dans tous les secteurs d'activité. Jean-Yves. Peut-être juste pour donner un exemple, effectivement, c'est vrai que bon, nous, c'est différent. On va fabriquer donc, des thermostats, des interfaces homme-machine, des capteurs qui peuvent avoir on va dire un coût unitaire compris entre 3-4 euros et 25 euros. Donc forcément, lorsqu'on parle de circularité, même lorsqu'on parle de réparation à proprement parler, y compris dans l'usine, on se frotte à un impact économique qui est que si je veux réparer une carte qui coûte moins de 5 euros, j'ai intérêt de la réparer très vite. Sinon, ça me coûte plus cher que de l'acheter à la poubelle.
Donc voilà, ça c'est aussi une difficulté. Il y a quelque chose sur lequel, alors il y a beaucoup de choses qu'on fait dans ce domaine-là, des choses qui sont volontaires, parce qu'on a une politique RSE qui est forte, et aussi des choses qui sont contraintes, puisqu'il y a beaucoup de contraintes RSE aussi qui arrivent. Donc j'aurais 1000 exemples à vous donner. Peut-être un exemple qui me paraît intéressant, c'est sur la gestion de nos retours clients. Aujourd'hui, vous savez, l'électronique a encore la réputation pour les plombiers et les électriciens que c'est pas toujours très fiable. Et donc aujourd'hui, lorsqu'on a une pompe à chaleur, par exemple, qui tombe en panne, le réflexe du plombier chauffagiste, c'est j'ai essayé de régler, j'ai pas réussi, je remplace la carte électronique. Et donc nous, on reçoit environ 2000-2500 cartes électroniques par an qui sont réputées non conformes, sous garantie. Et puis en fait, lorsqu'on les analyse, on les expertise tous une par une, en fait, on se rend compte qu'il y a plus de 50% de ces produits, de ces cartes qui sont bonnes. Jusqu'à présent, elles partaient à la poubelle. Depuis quelques mois maintenant, on a engagé un projet qu'on appelle Reuse, qui a pour objectif justement de se dire si ces cartes, elles répondent à un certain nombre de critères de nos cahiers des charges, une certaine durée de vie, un contrôle qualité esthétique et puis évidemment électrique, et qu'elles sont fonctionnelles, eh ben on peut les réinjecter. Alors on n'est pas encore au stade de les réinjecter dans la vie-série, on a trop d'inquiétudes par rapport à ça. Par contre, éventuellement, les réinjecter sur demain des pièces d'après-vente. Par exemple. Donc ça nous permet à la fois d'éviter de jeter, de gaspiller des cartes, des produits qui fonctionnent, et également de pouvoir fournir à des prix qui sont plus attractifs des pièces après-vente pour nos produits. Oui, tu touches un point autour de cette logique de développer des boucles de circularité qui sont des freins organisationnels et culturels aussi qu'on a dans des marchés. Alors ça va dépendre des secteurs applicatifs qu'on vise. D'un côté, on a les box internet où on est capable de gérer la circularité, etc. De l'autre côté, on a des marchés d'installation d'équipements avec des installateurs qui viennent avec leur carte spare dans leur sacoche. Et qui à la limite les gardent spare et quand elles les utilisent pas lors de l'intervention les renvoient chez Atlantique en disant moi je les utilise plus alors qu'elles sont neuves les cartes. Donc on voit qu'il y a tout un débat derrière ça, à la fois techno et à la fois d'organisation du marché pour permettre la réinjection de... Mais peut-être pour passer le flambeau quand même, pour répondre à Jean-Yves et passer le flambeau à Martin, quand on recycle, je sais pas, on a dû recycler à peu près 6 millions de télécommandes ensemble. Une télécommande, un produit qui coûte moins de $10, et que c'est rentable, et que c'est vraiment rentable, bah, c'est quand même intéressant. Et qu'en plus, on est en train de faire une action RSE qui, enfin en tout cas... quand on fait une analyse de cycle de vie et qu'on voit que c'est environnementalement positif, c'est quand même intéressant. Alors évidemment, ça demande les compétences qu'a développé Cordon dans la capacité à aller chercher les produits, que ça coûte pas cher, etc. Mais peut-être je vais laisser Martin expliquer comment il fait, parce que... Donc c'est un peu comme disait Karine, souvent les solutions sont dans les champs de transition entre l'ingénierie et le commerce. J'essaie de donner un exemple. Aux États-Unis, nous travaillons pour une entreprise très innovante française, Vusion. C'est le leader mondial de fabrication d'étiquettes électroniques de prix. Donc ils ont gagné un très grand client aux États-Unis qui est Walmart, et ils commercialisent dans 4000 points de vente Walmart aux États-Unis, dans tous les États, 40 millions d'étiquettes de prix. Prix unitaire de ces étiquettes, moins de $2. Ces étiquettes, donc on pourrait dire que ça n'a pas vraiment de sens de les shipper dans le Kentucky où se trouve notre usine pour les refurbisher, les réparer, le cas échéant, mais c'est fait quand même. Donc ces produits-là, quand ils reviennent chez nous, ils ne vont pas être renvoyés chez Walmart, mais ils sont utilisés dans les filiales de l'Amérique latine et du Mexique, dans un autre business model, disons, dans des points de vente peut-être qui sont un peu moins prestigieux que Walmart. Donc il y a tout de suite cette réflexion d'avoir c'est quoi ma filière d'écoulement. C'est pas toujours juste réinjecter un produit réparé dans le même marché où je l'ai sourcé. Et c'est ce qu'on voit aussi dans les téléphones mobiles où on répare et on rénove des dizaines de millions de smartphones. Ils sont derrière revendus dans d'autres pays que nécessairement la France, et on les source majoritairement des États-Unis et du Canada maintenant.
Et ces raisonnements sont duplicables. On est ici sur le Technocampus, on a une start-up qui expose là, qui s'appelle Voltaire, qui est exactement sur ces logiques d'escalier en fait, de plusieurs vies en fait. Donc là, on parle de l'échelle de la cellule lithium-ion unitaire qui sont dans les packs batteries, désassemblées, réassemblées sur des usages downgradés au fur et à mesure. L'image d'Épinal, c'est de partir du pack de véhicules électriques et de terminer par la brosse à dents, quoi, avec 5 vies au milieu, quoi. Oui, Karine. Oui. Avec un petit bémol quand même, qui est que effectivement, alors c'est très bien hein, de effectivement donner plusieurs vies aux produits. Sauf que ces logiques-là, la fin de vie, en général, elle arrive dans des pays où il n'y a aucune capacité de récupérer le produit en fin de vie, de le recycler et encore moins d'aller rechercher là-dedans des métaux précieux, des métaux critiques. Enfin voilà, et souvent ça finit dans une décharge à ciel ouvert à brûler, quoi, et donc à générer de la pollution. Donc ça, c'est un peu le bémol. Enfin voilà, je veux pas jouer l'oiseau de mauvais augure, mais c'est quand même un peu... En fait, on est quand même globalement toujours dans le modèle linéaire. Et même si alors, le R du reuse est évidemment très important, mais la gestion de la fin de vie reste problématique. Après, j'imagine que pour les box, c'est la même chose. Et, ce que tu dis, Karine, est malheureusement vrai quand il y a un transfert de la propriété et les produits sont juste revendus, disons au Mexique. Mais Cordon, 70% de nos clients sont les opérateurs de services. C'est là où je pense aussi notre modèle de circularité, il marche particulièrement bien quand il y a un opérateur de service qui récupère les produits. Les produits sont prêtés ou loués à des clients. Et même, pour revenir à Vusion, quand ils recommercialisent leurs produits dans un autre pays, ils vont toujours revenir sur leur plateforme centrale et peuvent être recyclés proprement. C'est pour ça que je suis un grand promoteur du modèle opérateur de service et vendre un usage. L'économie de la fonctionnalité, en fait. Oui, on en a parlé avec Jean-Yves avant la réunion, mais je pense qu'il y a beaucoup d'hésitation parce que ça a des impacts financiers dans les grands groupes, etc. C'est loin d'être facile. Il y a des freins un peu partout, dans la distribution aussi, mais ça peut être une solution aussi d'un point de vue écologique. Un commentaire du coup par rapport à ça, parce que est-ce que vous voyez ces modèles justement poindre le bout de leur nez? Martin évoquait le fait qu'il y a des clients qui commencent déjà à demander de désassembler des composants et des brokers qui les rachètent pour les réinjecter, etc. Est-ce que ce sont des choses dans d'autres domaines que vous voyez? Oui, de plus en plus, mais dès la conception en fait. C'est-à-dire qu'en fait, le produit est conçu pour être réutilisé. Et donc la circularité, en fait, on l'a beaucoup traité a posteriori. En réalité, maintenant, si on met en place, et ça c'est notre métier de bureau d'études, si on met en place des stratégies intelligentes, on peut obtenir des résultats super intéressants qu'on est capable d'anticiper et de calculer. Puisque quand on calcule l'ACV d'un produit, on va aussi le faire sur des stratégies de réutilisation des composants. Donc c'est vraiment, je pense que à la base, ça a été beaucoup fait par l'industrie automobile pour des raisons de coût. Ils recyclaient le plastique et ils ont mis en place des stratégies autour de ça, mais d'abord pour réduire leurs coûts. En fait, ce qui est intéressant, et ça c'est l'intérêt de la circularité, c'est qu'en plus, économiquement, on montre que l'équation économique est intéressante. C'est vachement facile à faire chez les opérateurs de services, parce que eux, ils vont avoir le produit, au lieu de l'avoir pendant 5 ans, un client reste 3 ans en moyenne, le produit risque de partir à la poubelle, sauf s'il passe chez Cordon, qui les retravaille. Mais parfois, les produits ne sont pas conçus pour ça, si bien qu'ils passent à la poubelle. Et si on a des stratégies de réutilisation, on peut réduire, là pour le coup, le TCO sur 10 ans, il est génialement réduit. Donc, mais ça se prévoit dès la conception. C'est vrai qu'on en parlait un petit peu tout à l'heure. Dans notre domaine, une difficulté qu'on a, c'est vraiment la filière.
C'est-à-dire qu'effectivement, on est fabricant d'équipements, on va dire de chauffage, et on passe par la distribution, la distribution voilà, professionnelle, avec derrière la plateforme, l'installateur, qui à chacun prend sa marge à chaque distribution, ce qui fait que c'est je dirais une innovation de rupture que de penser comme ça dans notre domaine. Mais il y a certainement fort à faire, je pense, là-dessus. On a notamment au sein du groupe certains de nos collègues qui sont en Autriche, qui eux ont démarré un peu cette logique-là, mais aussi dans une idée de pouvoir permettre l'acquisition, parce que le coût d'achat d'une pompe à chaleur c'est très cher, surtout lorsqu'il n'y a pas d'aide de l'État. Donc d'une logique un petit peu de service, de location, pour pouvoir derrière récupérer le produit, éventuellement peut-être lui donner une seconde vie. Mais je dirais qu'on est encore un peu petit poussé sur ce sujet-là. Okay. Je voulais, avant de passer à la dernière étape de la table ronde, vous interpeller. Donc, on a vu qu'il y a des sujets de changement d'organisation industrielle, de logique de développer des boucles de circularité. J'aime bien l'idée de pouvoir gagner du temps, en fait, avant de pouvoir réinternaliser un certain nombre de productions à proximité, parce qu'on sait que ça ne va pas se faire en un claquement de main, et en attendant, on va avoir des ruptures, donc il va bien falloir qu'on les gère. Les gens vont être au pied du mur en fait. Donc ça c'est intéressant. On n'a pas évoqué le sujet dont tout le monde parle tout le temps, qu'est l'IA, l'éléphant au milieu de la pièce. Par rapport à cette problématique de résilience et de souveraineté de la chaîne électronique, quel est votre regard sur justement les pros and cons, l'impact que ça peut avoir dans vos organisations aujourd'hui, pour mieux gérer cette supply chain, pour éventuellement mieux capitaliser les compétences, pour potentiellement améliorer la compétitivité du site Europe-France en manufacturing? Question large. Waouh. Vous avez le droit de dire que tarte à la crème et qu'on passe à un autre sujet. Hein. Alors, non, parce que c'est un sujet qui nous anime beaucoup. On déploie en ce moment beaucoup de formations IA à l'ensemble de nos équipes. Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est 360 degrés. C'est difficile par quel bout le prendre. Alors moi, je vais commencer par ce qui me passionne et ce que je fais tous les jours, c'est fabriquer des cartes électroniques. Donc, nous, sur nos process, aujourd'hui, on intègre l'IA sur on commence sur de la maintenance, on va dire prédictive, sur l'ensemble de tous les process de vision sur les contrôles de nos produits, l'AOI pour pas citer l'ensemble de ces process-là. Donc ça c'est vraiment un premier point. Après sur la gestion plutôt des processus de supply, je dirais qu'aujourd'hui l'IA elle nous sert plutôt un peu comme un outil de bureautique pour concaténer un certain nombre d'informations, de fichiers, de données, parce que lorsqu'on a effectivement des fabricants qui sont un peu partout dans le monde, plusieurs distributeurs et du triple, quadri-source sur des composants, avoir cet outil qui peut nous permettre plus facilement d'aller détecter le moment où on sent qu'une tension arrive, on commence à mettre un peu les pieds là, dans cet univers-là. Et puis voilà, globalement c'est surtout sur ces domaines-là où on a démarré des choses. Donc, dans les processus d'automatisation chez Cordon, quand nous recevons des dizaines de milliers de produits par jour, ils arrivent dans les colis divers et divisés entre eux, et nous utilisons des caméras en fait qui vont scanner le contenant en fait de ces colis pour regarder est-ce qu'il y a la télécommande, la box, le téléphone, etc. C'était des tâches qui étaient avant effectuées manuellement par des opérateurs qui sont maintenant automatisés grâce à des caméras et des logiciels de l'intelligence artificielle. Ça c'est un point. L'autre point est plutôt sur l'évolution en fait de nos métiers commerciaux, où nos commerciaux arrivent aussi grâce à un soutien de logiciels d'intelligence artificielle d'être beaucoup plus efficaces dans le ciblage de nos clients. Donc nous avons gagné plutôt en efficacité en fait grâce à ça, quoi. Et moi je pourrais dire que pour l'instant sur ce sujet-là, la supply chain, j'en suis quasiment au niveau 0. On cherche, on regarde, mais faut être honnête. Mais j'invite tout le monde à visiter une usine Cordon et voir le chemin d'un décodeur dans l'usine. Il arrive, il voit plus personne, il ressort, il est réparé.
C'est un truc assez dingue. Avant de parler d'IA, le process industriel, ça montre aussi qu'on peut produire en France si on est bon en méthode. Et donc là, c'est quand même, je ne sais pas ce que tu en parlais, Martin, mais j'imagine que connaissant les équipes, il y a des gens qui sont en train de réfléchir à des choses. Ouais. Effectivement, mais tu touches du doigt. On va garder le temps pour les questions avec la salle. Je suis sûr qu'il y en a. Tu touches du doigt une sorte de conclusion que j'avais en tête autour de cette notion de découplage dont on a parlé en introduction. Être plus résilient, c'est être moins dépendant. Donc on peut multiplier les sources, on peut aussi faire mieux localement, le plus localement possible, des boucles de circularité, potentiellement des nouvelles technos. On parlait des assemblages de composants, comment on les recircule, comment on les qualifie, comment on assure la fiabilité de tout ça, à quelles conditions. Mais tout ça repose avant tout sur de la maîtrise industrielle. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de maîtrise industrielle, en fait, il n'y a pas de moyen d'action, quoi. Donc l'enjeu principal pour découpler, pour être plus robuste, c'est remettre en avant le savoir-faire industriel, le référentiel commun, quoi. Comment ça fonctionne, comment on maîtrise ça, quoi. Certainement, mais il y a un sujet qu'on traite pas souvent, alors qui sont très propres aux différents métiers de chacun, hein, évidemment, mais c'est la question, c'est ce qu'on entendait dans le temps, hein, désolé, je suis un peu ancien, mais le MTBF. En fait, ça c'est un sujet clé quand même dont on ne parle quasiment plus. Alors que le niveau de fiabilité dans le temps des produits n'est pas tellement interrogé. Alors on le voit souvent à l'aune des produits grand public, hein, quand il est chez soi, hein, on voit très bien que son lave-linge il dure moins longtemps. Hein. Il est peut-être plus efficace, mais il dure manifestement moins longtemps. On le change plus souvent. Donc ces sujets-là, en fait, sont au cœur des sujets de supply chain, parce que on serait beaucoup plus attentionné à choisir un produit même difficile à sourcer si on savait qu'on pouvait améliorer aussi la durée de vie dans le temps et avoir une promesse plus grande. Je pense que ça touche beaucoup les industriels de l'énergie. Jean-Yves, peut-être 2 mots là-dessus. Alors, moi je suis un tout petit peu plus jeune, mais j'en parle beaucoup et c'est un mot qui revient de plus en plus à la mode, aussi chez nous en interne. Alors en interne pour des raisons de maîtrise de nos procédés, hein, évidemment, pour être efficace, mais aussi effectivement dans une logique de durée de vie de nos produits. Par rapport à ce que tu viens d'évoquer et puis ce que tu as évoqué Sébastien, effectivement moi je suis un grand convaincu, passionné du fait qu'on ne pourra être bon à l'avenir et garder une filière électronique en Europe et en France qu'à partir du moment où on fabrique. Si on ne fabrique pas, si on est faiblesse, ça ne marche pas. Et c'est pour une raison qui est très simple, parce que effectivement l'intelligence de la conception électronique, eh ben déjà premièrement elle est questionnée de plus en plus, puisqu'elle est questionnée à l'aune de l'IA, t'en parlais tout à l'heure. On commence à voir des choses qui nous travaillent un petit peu, hein, lorsque on demande à faire du code en automatique sur de l'IA et qu'on a des résultats qui sont probants, on commence à se dire waouh, il va y avoir certains développeurs qui vont devoir penser à faire autre chose. Donc ça c'est une réalité. Donc ça veut dire que de garder le know-how parce que nous on sait faire et puis on fera fabriquer ailleurs, bah, c'est déjà quelque chose qui questionne. La deuxième chose, c'est que la vraie intelligence pour avoir le bon coût au bon niveau qualité, elle est toujours une résultante d'un travail R&D et manufacturing. Toujours. Si on conçoit mais qu'on n'est pas à côté des usines qui fabriquent, on ne peut pas avoir les informations qui remontent, les logiques d'amélioration continue, de Kaizen, etc., qui font qu'on va optimiser et faire qu'on produit encore dans des pays qui sont high cost. Si aujourd'hui, nous, on produit notre électronique encore majoritairement en France, c'est juste parce que, je vais le dire un peu brutalement comme ça, mais parce qu'on est bon, c'est qu'on arrive à avoir des bons prix. Parce qu'on automatise énormément, parce qu'on conçoit exactement le juste besoin pour l'assemblage, et c'est ce qui fait qu'on arrive à être compétitif. Si on était 3 fois plus cher que les fabricants chinois, à un moment, le groupe se serait posé plus brutalement la question. Et donc, si on veut garder cette avance, il faut être bon, il faut être excellent dans la fabrication. C'est un super message de conclusion, mais vous en avez peut-être un mot supplémentaire à apporter là-dessus avant qu'on passe aux questions-réponses. Peut-être pour appuyer ce que disait Jean-Yves, nous on constate chez Cordon dans le passé
on avait plutôt cette image de éboueur, ferrailleur de l'électronique, etc. Et on avait, par conséquent, on avait aussi du mal à recruter des ingénieurs de qualité, etc. Et aujourd'hui, je constate que ce sens qu'on donne à notre métier et le fait d'avoir un impact positif sur la société, sur la souveraineté, mais aussi sur l'environnement, c'est un discours qui joue énormément vis-à-vis des jeunes qui aujourd'hui nous défoncent pas la porte, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais qui viennent quand même beaucoup plus souvent que dans le passé. Et je pense c'est aussi l'avenir de la filière, c'est d'avoir des jeunes qui s'intéressent à notre métier et qui veulent travailler dans nos usines. Ouais. Quand on parlait de résilience, on a un sujet autour des métiers, de l'attractivité de notre filière, le fait de pouvoir rentrer effectivement des plus jeunes dans les entreprises. Oui. Ouais, c'est un sujet clé. Bon, peut-être aussi, on peut, pour partir sur une note positive, quand même, on peut dire qu'on avait un peu touché le fond, hein, parce que les années 90, 2000 nous ont un petit peu éloignés de ces compétences-là, nous ont fait perdre pas mal. Donc, à WeNetwork, on le voit bien, on se bat tous ici pour maintenir des choses, la compétence, et reprendre d'ailleurs de la compétence là où on en avait plus, où on en avait perdu. Alors c'est pas trop tard, donc c'est jamais trop tard. Et donc, je pense que si on se dit qu'on avait un peu touché le fond et maintenant on se rend compte de nos fragilités et on a une vraie prise de conscience qui n'est pas uniquement de nous, mais puisque ça touche aussi les États, les politiques globales autour de ça, on sent qu'il y a une vraie prise de conscience que ne pas produire ce qu'on avait pas tout à fait compris chez Thomson à l'époque, de plus produire en France, voire en Europe, c'était une catastrophe. Et surtout, on perd la compétence et on perd les entreprises. Elles disparaissent. Ok. Avant de faire 80% des terres rares, la Chine faisait 80% de la fabrication de DVD dans les années 90, début 90 hein, en fait. Hein. Maintenant, ils concurrencent ASML. Donc c'est intéressant comme quoi la maîtrise du lean industriel, à un moment, ça permet de monter dans la chaîne de valeur. Je suis pas sûr que l'inverse soit tout à fait vrai. Ok. Est-ce qu'on a des questions dans la salle du coup ? Oui, bonjour. Je voudrais rester sur le sujet justement de la compétence parce qu'on a beaucoup parlé de matériaux, de machines, d'usines. On n'a pas parlé beaucoup des hommes. Est-ce que, peut-être au niveau mondial, là, vous pourrez nous éclairer, Madame Samuel, est-ce qu'il y a des risques sur les compétences avec au moins un paramètre évident qui est celui de la démographie? Mais il y a peut-être en face de ça des solutions, je ne sais pas, l'IA, accepter des flux migratoires. Enfin, localement, on le connaît, mais plus largement, on le connaît moins. Tout à fait, oui. Il y a une guerre des talents, hein, clairement, sur toute la microélectronique. Clairement, on ne forme pas assez d'ingénieurs. Donc, mais nous, on souffre aussi d'un déficit d'attractivité de ces filières-là. C'est-à-dire que les jeunes, quand ils sont en école d'ingénieur, ils ne vont pas forcément naturellement vers la microélectronique. Il y a une réputation, pas forcément très propre, pas forcément très bénéfique pour l'environnement. Et ce que disait tout à l'heure Martin, c'est tout à fait vrai, quoi. Donc il y a un vrai problème aujourd'hui sur ces enjeux-là. Donc monter en compétences, augmenter les capacités de production. Donc il y a des plans au niveau national pour justement renforcer cette attractivité, donc qui ont été mis en place, parce que quand on dit qu'il faut doubler la capacité d'ST dans les 5 ans qui viennent, derrière, il faut aussi avoir les... Alors, malheureusement, pour l'instant, ils ont plus licencié du personnel que recruté, donc voilà, donc il y a des gros enjeux. Il y a des gros enjeux, mais les enjeux, on les trouve partout. C'est-à-dire que le problème que vous mentionnez de la démographie, il est valable en Europe, mais il est valable à Taïwan aussi, où ils ont un problème démographique. Donc eux, ils ont aussi besoin d'ingénieurs. Donc ils sont sans arrêt à mettre en place des programmes d'attractivité pour des étudiants internationaux.
donc ils viennent régulièrement aussi. Enfin, on a des accords avec eux, hein, mais derrière, il y a vraiment une guerre des talents, en fait. C'est parce que et les Américains, pareil, c'est-à-dire que les gros programmes Phoenix, Arizona, etc., où ils ont des besoins d'ingénieurs, en fait, eux non plus ne forment pas suffisamment d'ingénieurs en microélectronique. Donc derrière, ça crée des tensions, définitivement. Bonjour, merci pour cette table ronde. Moi, j'ai une question plus sur comment vous analysez votre poids dans les discussions avec vos fournisseurs et la supply chain d'une manière générale, quand on est aujourd'hui un grand groupe français, je dirais, ou un moins grand groupe français, et comment vous l'évaluez aussi sur les dernières années? Je dirais, est-ce que il y a 10 ans, quand on allait en Chine, on venait comme un conquistador. Maintenant, on vient plus comme vous l'avez dit, pour récupérer des compétences. Est-ce que ça a changé votre dialogue, votre manière de vos relations dans la supply chain? Alors concrètement, oui. Vous avez donné une partie de la réponse dans votre question. Clairement, aujourd'hui, je peux comparer, hein, il y a 15 ans, on arrivait voir n'importe quel fabricant de composants électroniques en Chine, tous dans la région de Shenzhen globalement, en se présentant comme le leader français ou l'un des leaders européens de notre domaine. On était accueillis avec des yeux qui brillent. Aujourd'hui, on est encore toujours très bien accueillis, on est encore toujours très attractif, mais on sent que l'attractivité, elle est un peu moins forte parce que nos marchés européens sont vus par nos partenaires asiatiques plutôt comme étant flat et pas ceux qui sont les plus intéressants en termes de progression. Donc ça, c'est, je pense, une réalité. Après, par rapport à la vision de notre poids les concernant, on a un certain nombre de métriques, hein, évidemment, qui nous permettent de s'assurer qu'on a un poids suffisamment représentatif auprès de nos partenaires et on le mesure, on le surveille de près. Et dès qu'on sent qu'on commence à avoir un poids qui est trop faible d'activité chez nos partenaires, ben on met en place une action pour en changer, parce qu'on sait très bien que nous, on est un petit poussé de l'électronique et que si on n'a pas suffisamment de poids envers nos fournisseurs, ben on n'aura aucun levier, à la fois sur les prix et sur la supply chain. Voilà globalement ce que je peux vous dire. C'est une question super intéressante, parce que en fait, il ne faut jamais décorréler ce qu'on vit sur le terrain de l'intention qu'il y a derrière, puisque dans le fond, on est toujours super bien reçu en Asie. C'est la base. Et ils ont un niveau de politesse qui est bien au-delà du nôtre, et c'est vachement. Voilà, ça nous fait du bien aussi, nous, de bouger un petit peu comme ça. Et pour l'instant, moi, je trouve pas. Si je regarde ça sur les 25 dernières années, évidemment, ils ont gagné en compétences, mais le projet est toujours le même. Le projet est toujours d'être incontournable. Et tant qu'ils ne seront pas incontournables, leur politique d'État leur dira, vous continuez, je continue à subventionner l'export, parce que clairement, l'export est subventionné chez eux. Donc on est encore dans cette phase-là, à mon sens, pour quelques années encore. Et preuve en est que quand il y a des difficultés, des pénuries, etc., c'est toujours plus facile de travailler avec un fournisseur asiatique qu'un fournisseur américain, qui lui va couper du jour au lendemain de manière simple, et voilà, il regardera juste son PNL. Donc il y a encore des discussions possibles, ça reste plus facile de travailler là-bas pour nous. Et j'exclus absolument l'ambition qui est au-dessus de tout ça, mais voilà. Mais en tout cas dans la pratique, pour nous, c'est à la fois bien parce que effectivement on est bien accueilli, et il y a quand même en Asie une capacité à tenir ses engagements qui est assez forte. Et je pense que c'est aussi culturel. C'est pas que de l'intention de dominer le monde. Voilà. Oui, désolé, j'ai encore une question.
Là, du coup, c'est plus pour la souveraineté au niveau France. Et là, c'est peut-être pour vous, Madame Samuel. On voit que, je dirais, 60% de la production en électronique, c'est plutôt sur des marchés automotifs, aéro, défense, médical. L'industriel va rester dans les 40%, et puis avec une tendance à plutôt baisser en contrepartie des autres. Quand on voit que les marchés, d'une manière générale, au niveau de l'électronique, sont mondiaux, aujourd'hui, si on veut s'acheter un chargeur USB pour son téléphone, il y a très très peu de chances qu'il soit fabriqué en France, voire même en Europe. Est-ce que dans le cadre de la souveraineté et puis de ce que vous faites dans la recherche, est-ce qu'il n'y a pas des combats perdus déjà en électronique? Typiquement, je prends l'exemple du chargeur USB, mais est-ce qu'on peut se dire, vu l'avènement de l'IA, il y a des gros marchés sur l'IA à faire, il y a des acteurs qui vont se positionner là-dessus, des acteurs mondiaux, des gros acteurs. Est-ce que pour les petites structures françaises qui sont plus sur des petites, on va dire des petits marchés de niche, est-ce que c'est difficile pour eux? Alors c'est un peu difficile ma question, mais est-ce que l'avenir est rose pour eux ou pas? Clairement, oui, aujourd'hui, en termes de compétitivité, sur du PCB, du PCBA basique qu'on va trouver dans du produit électronique de grande consommation, malheureusement, je vois pas, il n'y a pas d'intérêt pour les fabricants à aller sourcer en Europe. Le seul enjeu là, il est en cas de crise en fait, ce qui quand même nous pend un peu au nez, quoi, parce que bon, le problème avec Taïwan, on sait qu'on va l'avoir un jour. On ne sait pas très bien quand, mais quand ça va arriver, en fait, on va devoir arbitrer. Vous avez vu sur mes cartes, Taïwan, c'est quand même presque 20% du PCB mondial. Le reste, c'est les Chinois. Si ça passe plus, on fait quoi en fait? Donc après, voilà, vous allez me dire, je vous réponds avec une problématique qui est de l'ordre de l'incertain mais incertain mais prévisible. Vous voyez ce que je veux dire? Donc du coup, alors, est-ce qu'il faut changer les choses? Non, personne ne le fait. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, je ne pense pas que mes camarades ici se posent la question sur non, je ne vais plus acheter aux Chinois parce qu'ils ont décidé de récupérer Taïwan. Mais il y aura quand même des sujets. Il y aura des sujets logistiques et il y aura des sujets... voilà. Après, sur les problématiques plus de souveraineté, défense, médicale, là, c'est différent. Là, c'est différent puisque voilà, un Airbus, par exemple, va maintenir des fournisseurs locaux, français. Il va y avoir quand même des questionnements pour pouvoir maintenir une autonomie, une capacité. Après, ces enjeux-là sont... à travailler avec la profondeur de la supply chain, c'est-à-dire chaque étape aussi de la chaîne de valeur. Est-ce qu'on parle que du composant? Est-ce qu'on parle du PCB assemblé? Est-ce qu'on parle d'un sous-ensemble assemblé? Évidemment, selon le besoin, la réponse supply n'est pas la même. C'est ça que vous dites à vos élèves? Que c'est mort, qu'on ne peut plus fabriquer en Europe et que c'est perdu? Parce que la question, c'était ça. Est-ce qu'il y a encore des raisons de vie, d'espoir dans l'électronique en Europe? En fait, on ne peut pas dire ça aux élèves, mais en fait, si vous regardez quand même... Mais vous leur dites quand même. Non, mais si vous regardez de manière, on va dire, objective et analyste avec un regard critique la stratégie industrielle européenne, pour ne pas dire française, stratégie française, voilà, aujourd'hui, malheureusement, le constat est qu'en 2025, on a fermé plus d'entreprises qu'on en a ouvertes. Ça, c'est trop générique. Oui, c'est générique, mais c'est la réalité. Eh ben non, je ne suis pas d'accord avec vous. C'est les chiffres. Aujourd'hui, c'est pas moi. À aujourd'hui, les Chinois, alors, ça dépend des cas, mais en électronique, on arrive à faire des cartes, et je souscris, on ne se connaît pas, Jean-Yves, mais je souscris à ce que vous dites. On peut encore fabriquer en France, et il faut. Et aujourd'hui, l'écart de prix, c'est 3% à peu près, dans les produits grand volume. Okay.
Ce qui nous échappe, c'est la téléphonie. Les téléphonies, j'arrive plus à en faire. Et on en a fait il y a 20 ans, on avait plein de lignes en France, mais c'est plus sur le fait que toute l'économie de la téléphonie est partie en Chine. C'est pas forcément les cartes, c'est tout ce qu'il y a autour, les écrans, les plastiques, machin. Donc on n'arrive plus à le faire parce qu'on n'arrive pas à ramener les gens qui sont avec nous là-dessus. Mais sur faire des cartes, on sait en faire. 3%. Okay. Donc, pourquoi je vous interpelle, c'est dites pas ça à vos étudiants. On est mort, sinon on n'aura plus jamais d'ingénieurs, ils veulent plus y aller, tout ça. Donc, faut pas s'étonner que des jeunes ne veulent plus aller dans ce profil, parce qu'on leur dit c'est mort d'entrée. Donc, faut pas qu'on dise ça. Par contre, bon, pour répondre à votre question, téléphonie, on sait plus à faire. Tout ce qui est les 3C, on a du mal. On arrive encore à faire de l'automobile, tout ça. Et mon rêve, c'est d'en ramener. La Chine a un problème démographique comme on a vécu. Ils vont bientôt diminuer. On a une chance de revenir. Et donc, faut pas baisser les bras. Faut pas avoir ce schéma ou ce dialogue défaitiste. C'est pas une question de baisser les bras. C'est juste une question de quelle stratégie on se donne collectivement. Enfin voilà. Parce faut se battre tous ensemble. Oui, ça c'est sûr. Le problème, c'est que ça, c'est facile. Voilà, quand on s'adresse. C'est pas facile, hein. Non, parce que moi je le fais tous les jours. Mais après, discuter avec les acheteurs dans les entreprises, avec les gens de la supply, où en fait il y a une pression quand même qui est très forte sur les coûts et du coup. Et alors, faut se battre sur les coûts. Je suis d'accord avec vous. Faut se battre sur les coûts, mais. Et on peut encore gagner. Je peux peut-être donner un petit éclairage de l'électronique grand public justement, puisque aujourd'hui et depuis déjà, ça fait quelques années que ça arrive. Hein, on a des grands groupes, y compris coréens, avec qui on travaille, qui demandent à venir produire en Europe pour le marché Europe et US. Il y a des groupes américains qui quittent la Chine pour venir aussi en Europe. Donc ils viennent, ils se rapprochent de nous en fait, parce que il y a des compétences en Europe. Et aussi, il y a des raisons géopolitiques évidentes, mais il est clair que on ne peut pas exclure non plus, dans les choix industriels, il y aura aussi des choix, on va dire, qui ne dépendent pas uniquement de l'efficience industrielle, mais qui sont aussi d'ordre géopolitique. Alors, on n'est peut-être pas nombreux, mais le marché européen, le marché américain, c'est quand même des gros marchés. Et donc on est important. Et ce qu'on voit, c'est quand même plutôt un basculement, un retour. Enfin, historiquement, on n'a pas connu ça. On n'est pas interrogé. On n'était pas interrogé dans le passé par les Américains ou même par les Européens pour dire tiens, en fait, je produisais en Chine, j'aimerais bien revenir trouver une solution un peu plus près de chez moi. C'est ce qui arrive quand même aujourd'hui. Donc c'est peut-être la note positive qu'on peut voir, et ça vient du marché, c'est le poumon. Hein. Ça vient de nos forces de vente. C'est des stratégies de mitigation de risque et du fait que des gens veulent avoir des supply chains plus régionales que par le passé, parce que l'énorme concentration sur certaines plaques géographiques présente un risque systémique, vital. Que des Coréens comme LG, des petits, et cette stratégie-là, c'est quand même intéressant, c'est un signe. Juste pour poursuivre sur ce domaine-là, moi j'ai un exemple et puis une conviction. Alors un exemple qui sort un peu de l'électronique, mais qui s'approche aussi un peu quand même. On est en train, au sein du groupe Atlantique, de monter une nouvelle usine en France, à côté de Chalon-sur-Saône, et on va faire partie des rares fabricants européens qui vont assembler entièrement une unité extérieure de pompe à chaleur. Donc vous imaginez toute la partie thermodynamique, hein, toutes les petites soudures, les capillaires, etc. Tout ça, depuis des années, a été transféré en Asie. Aussi parce qu'il y a une très 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 forte demande dans ces pays-là. Et il y a quelques années, imaginez qu'un jour on allait réintégrer en France une fabrication d'unités extérieures de climatisation de pompe à chaleur, c'était inenvisageable. Donc avec du courage politique qui a accompagné l'entreprise, une entreprise qui a pris la responsabilité d'oser investir, on va sortir des produits cette fin d'année. Donc cet exemple, s'il s'applique à ce domaine-là, il peut s'appliquer aussi, bien sûr, je pense, à l'électronique. Et puis après, la conviction, moi j'ai vu des petits fabricants d'électronique, des tout petits fabricants d'électronique en Chine devenir des mastodontes en l'espace de quelques années. Un exemple en tête dans le domaine du relais électromécanique, par exemple. Je me dis, s'ils sont capables de le faire, je ne vois pas pourquoi on pourrait considérer qu'on ne peut pas le faire à nouveau chez nous, sachant qu'on a des atouts, parce qu'on a plein de barrières, mais on a aussi des atouts. Parmi ces atouts, on a le coût de l'énergie. Et ça, il ne faut quand même pas l'oublier.
même si effectivement l'électricité augmente chaque année, notre force de frappe nucléaire fait qu'on est quand même très avantagé par rapport à d'autres, y compris même au sein de l'Union européenne. On va terminer là-dessus. Merci, merci pour votre participation à la table ronde et pour les échanges. Et on termine sur cette note positive, tout en rappelant que dans ce contexte, il y a aussi des nouveaux acteurs qui émergent pour répondre à des défis de la supply chain, puisque chaque problématique de fonctionnement est une opportunité de création de business. Donc je vous encourage à regarder les personnes qui sont avec nous exposant pendant l'espace du déjeuner, à aller discuter avec eux. Vous verrez qu'il y a des nouvelles solutions qui émergent en matière à la fois de circularité et de supply, voilà, en lien également d'ailleurs avec la Chine et ses nouveaux acteurs. Donc n'hésitez pas, et puis pour ceux qui le souhaitent, à tout à l'heure à 14h pour notre AG. Merci.